en gros, les deux grosses étapes, c'est la conception et la production. Et donc, dans le secteur des musées, c'est assez cadré. On est dans le service public, donc souvent on a un marché public qui est émis par le musée ou par une association, une institution quelconque qui fait un appel de marché. Et donc, on y répond de manière assez formelle en mettant un gros dossier d'offres. Parfois, on doit d'abord faire un dossier de candidature et puis l'offre se fait par la suite, une fois qu'ils ont resélectionné quelques candidats. Et puis le dossier d'offre, c'est vraiment un gros dossier avec plein de pièces administratives et puis tout un gros mémoire sur la manière dont on veut répondre au projet, dont on envisage le projet, etc. Donc, il y a parfois des marchés qui sont conception d'un côté et puis réalisation de l'autre, mais de plus en plus, un peu comme dans une maison où tu as d'abord un architecte qui fait les plans, et puis quand les plans sont finis, terminés et que tout est prêt, alors on lance un appel d'offres ou des appels d'offres pour des corps de métier et on trouve une entreprise générale qui va construire la maison telle qu'elle a été dessinée. Mais là, pour les musées, tu peux avoir pour une expo le même genre de process où tu as un marché de conception et puis un marché de réalisation derrière, ou même parfois plusieurs marchés de réalisation, un pour le mobilier, un pour le matériel multimédia, un pour la programmation et l'audiovisuel. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un saucissonnage du truc. Mais en général, la plupart du temps, et c'est comme ça que c'est le plus intéressant, surtout pour des trucs très innovants avec des technologies très nouvelles, c'est plutôt des marchés de conception et réalisation. Et donc à ce moment-là, on propose à une seule équipe de faire tout le projet. Et c'est à mon avis le plus intéressant parce que ça permet aux gens de concevoir des choses en sachant qu'ils vont devoir les réaliser derrière. Et donc en étant attentif à la faisabilité, à, euh, à l'ambition technique du truc, à est-ce que ça va être possible dans le budget, dans les temps, etc., etc. Mais bref, disons qu'on est sur un marché de conception-réalisation. À ce moment-là, tu as ces deux grandes phases. Et ces phases-là, en elles-mêmes, sont assez cadrées aussi. Donc, par exemple, au début, tu as reçu le marché, tu as fait une offre. Et quand tu as ton offre qui est terminée, et si tu as la chance d'avoir gagné le marché, tu rencontres l'équipe, premier contact, parce qu'avant, ça se passe vraiment que par dossier. Parfois, on peut faire une défense orale, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tu remets ton dossier. Donc, disons que tu as gagné, tu rencontres l'équipe et ils te donnent leur avis sur l'offre. Donc, ils disent, voilà, nous, on a beaucoup aimé ça. Par contre, ça, bof, bof, ça, il faudrait revoir. Ça, c'est super. Ça, est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? Et donc, sur base de ça, tu fais une offre corrigée, qu'on appelle une esquisse, qui va pas beaucoup plus loin en termes de détails, mais qui va plus dans la direction qu'est-ce qu'ils souhaitent. Là, ils te donnent encore leur validation. OK, super, on continue. Et à ce moment-là, on passe à l'avant-projet sommaire, qui est la première étape de conception. Et donc, c'est un peu comme les plans généraux de la maison, quoi. Donc, toutes les pièces, les escaliers, les tailles, les formes, où est la cuisine, où est la salle de bain, etc., dans quel sens on met la toilette. Donc là, c'est même la même chose. Le plan de l'expo, salle par salle, où est-ce qu'on va mettre des cloisons, où est-ce qu'on va mettre des vitrines avec des objets, où est-ce qu'on va mettre du multimédia, etc. Et dans le cas du multimédia, ça va être, par exemple, déterminer le scénario général. Voilà, on a un écran d'intro où les gens choisissent leur langue, et puis quand ils ont choisi leur langue, ils ont un écran de sélection entre plusieurs contenus, et puis etc., etc. Ou bien dans le cas d'un truc de réalité augmentée, c'est tu pointes vers tel objet, il se passe ça, et puis après ce moment-là, tu peux faire ceci, une espèce de synopsis. Et puis après, cet avant-projet sommaire est révisé, et sur base de ça, et de la validation et des commentaires du client, on fait un avant-projet définitif, qui est la phase finale de la conception. Donc c'est comme l'architecte qui prend son Rotring ou son AutoCAD et qui va vraiment dessiner presque brique par brique la maison dans tous les détails, de manière à ce qu'après, une fois qu'il a fini, il peut partir du projet, laisser juste son dossier derrière lui et les gens sont capables, juste avec ce qu'il a dans son dossier, de construire toute la maison. Ici aussi, on essaye de pousser le projet jusqu'à ce que tout soit défini et qu'après, on puisse, même si c'est nous qui allons continuer à travailler sur la production, c'est comme si on allait filer le bébé à quelqu'un d'autre et donc on veut détailler tout le truc pour qu'on soit absolument sûr de notre coup. Donc c'est un peu contraignant parce qu'il faut documenter à mort avant de commencer à travailler, mais l'avantage c'est que voilà, les choses sont très claires, le client valide, il donne son avis, il demande des corrections, et puis une fois que ça s'est validé, on peut lancer la prod et on sait exactement tout ce qu'il faut faire où. Et donc par exemple, pour le multimédia, on a déjà la charte graphique des différents écrans, on sait plus ou moins l'écran d'accueil, où vont être les boutons, quelle forme, quelle couleur, quel look, etc. Et puis à quoi va ressembler un écran vidéo, à quoi va ressembler un écran menu avec différents choix, etc.
à quoi va ressembler le look du personnage virtuel qu'on va voir apparaître en réalité augmentée, ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il va raconter, le texte, le script des voix off et tout ça. Et puis après, on passe en production, et donc là, on lance un graphiste, un comédien voix off avec un studio d'enregistrement, des gens qui font de la production vidéo, des gens qui font de l'infographie 3D, de l'animation, etc., etc. Et une fois que tout ça est en place, et une fois que tout ça est produit, au fur et à mesure que tout ça est produit, on l'intègre dans l'application logicielle. Et en général, moi, j'essaie de commencer la programmation le plus tôt possible, même si tous les médias ne sont pas encore là. Et du coup, ça permet de montrer au client déjà une maquette déjà interactive du résultat, même si elle n'est pas du tout encore euh, finie, même pas encore commencée au niveau graphique. Il y a encore zéro graphisme, il n'y a pas encore, c'est juste de l'Arial 12 en blanc sur noir avec des carrés, des ronds et des gros boutons dégueulasses, mais le but, c'est que le client puisse voir, OK, quand je clique ça, il se passe ça, et puis là, je vais là, et j'ouvre ce menu-là, et je rentre dans ce truc, et là, les clients peuvent vraiment... Déjà, moi, ça me permet de me poser toutes les bonnes questions, parce que il y a vraiment qu'au moment où tu commences à programmer, que tu te rends compte que, ah oui, mais attends, on n'avait pas prévu ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si jamais il clique ça avant de cliquer ça, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, on se repose toute une série de questions plus fines quand on commence à programmer. Et d'un autre côté, le client, il voit le truc, la maquette interactive, il joue avec et il se rend compte de certaines choses qu'il n'avait pas réalisées avant. Et l'avantage, c'est que quand on commence dans ce sens-là, on peut vraiment revenir en arrière très facilement parce que c'est presque du brouillon sur un cahier de croquis avec un crayon, mais au niveau informatique. Donc, je le fais déjà dans Unity, qui est le moteur que j'utilise le plus pour travailler, mais avec vraiment des trucs ça me prend une demi-journée pour faire une maquette d'un dispositif complet avec tous les écrans, etc. Et puis, une demi-journée pour faire les écrans et puis encore une demi-journée pour programmer les interactions, qu'est-ce qui se passe quand on clique là et là. Et donc, ça me permet d'avoir assez vite un truc. Et s'il y a des choses à changer, même s'il faut tout jeter et recommencer, ou s'il faut revoir complètement toute une partie, c'est pas grave du tout puisque ça n'a rien coûté à peu près. Et donc après, on peut aller très loin dans les ping-pong avec eux, voir, OK, on va changer ça, on va affiner ceci, cela. Et une fois qu'on est d'accord sur la forme, sur la fonction du truc, sur la manière dont ça s'organise et dont ça s'articule, à ce moment-là, on peut lancer un graphiste. Et je peux envoyer aussi au graphiste la maquette interactive et lui comprend beaucoup mieux ce qu'il doit produire, comment, etc. Et voilà. Donc ça, c'est les différentes étapes. Après, une fois que le graphisme est fait, on fait déjà valider le graphisme et les sons et toutes les briques de base par le client, idéalement, comme ça il n'a pas de mauvaise surprise de dernière minute. Et puis une fois que tout est créé, j'intègre le tout, j'intègre les différentes langues, les médias, les textes et tout ça. Et puis on teste une dernière fois, et puis on installe sur site. En général, l'installation sur site, elle se fait vraiment dans les derniers jours, parce que on arrive en tout bout de chaîne, une fois qu'ils ont construit les cloisons, qu'ils ont peint, qu'ils ont accroché les vitrines, qu'ils ont installé les écrans et les PC, etc. dans le matériel. Si c'est un endroit très lointain ou très difficile d'accès, on essaye de faire un montage en atelier d'abord et d'avoir tout testé déjà dans un atelier où on a beaucoup d'outillage et d'équipements pas loin pour corriger les choses. Et une fois que c'est fait, alors on va le porter sur site. Et donc là, il y a quelques jours sur site où on va fine-tuner les trucs, faire les derniers réglages, faire des tests, vérifier que tout s'allume bien tout seul le matin, que tout s'éteint bien tout seul le soir, etc. etc. Que tout est bien verrouillé pour que les visiteurs ne puissent pas sortir de l'application. Si c'est une tablette aussi, il faut une application qui verrouille la tablette dans l'application en question pour que les gens ne puissent pas sortir et commencer à aller chipoter dans les paramètres de la tablette. Il faut voir comment est-ce qu'on va la charger. Il y a des petits trucs de logistique liés à la réalité augmentée. C'est justement la logistique des tablettes. Comment est-ce qu'on la collecte à la sortie? Comment est-ce qu'on la remet en charge? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a suffisamment de tablettes par rapport au nombre de visiteurs qu'on veut, etc. D'anticiper un maximum. Et le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir fait plusieurs expos avec des tablettes en main, ça aide à savoir mieux dimensionner combien de tablettes on va avoir besoin en fonction du nombre de visiteurs qu'ils espèrent, par exemple, et puis du coup, quelle infrastructure de chargement on doit mettre en place. Il y a typiquement, les trucs de réalité augmentée, ça pompe sur la batterie à fond, parce que tu as la caméra qui est toujours en train de filmer, tu as du CPU qui est en train de faire de l'analyse d'image, et puis tu as du rendu 3D temps réel, et parfois de la vidéo qui joue et des choses comme ça. Donc ça pompe la batterie à fond.
Du coup, une tablette va avoir du mal à rester 8 heures en activité sans arriver à plat. Donc, ça veut dire qu'il faut soit réfléchir à avoir plus de tablettes que de visiteurs par jour, soit euh, des solutions du genre Powerbank, des choses comme ça. Et puis, il y a des tablettes aussi qui sont spécialement conçues pour avoir beaucoup d'autonomie, des grosses batteries. Donc, on s'oriente vers ça. Et voilà, ça c'est plus l'expérience s'acquiert au fur et à mesure des projets, plus on peut anticiper ça et éviter les surprises de dernière minute. Mais on sait aussi qu'on aura quand même toujours des surprises. On est toujours dans des trucs innovants aussi. C'est le but de tout le monde. C'est le but des clients qui veulent avoir un truc nouveau qui va attirer des visiteurs et qui va leur en mettre plein la vue. Et c'est notre but aussi, parce que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont envie de chaque fois avoir l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Donc, on sait bien qu'on aura une part de surprise et voilà. On essaye du coup de faire des tests intermédiaires, de commencer à prototyper, de pouvoir commencer à faire des tests de parcours simulés, voilà.